Préhistorique, le podcast qui démêle les idées reçues sur la préhistoire. Présenté par Mathilde Lépine et Alexis Angéli. Animé par TMDJC. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TMDJC derrière le micro et vous écoutez le fantastique podcast préhistorique. Je suis avec la géniale équipe de Préhistorique. Mathilde, bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va très bien, merci. Chaudement en ce moment, on enregistre par un mois un peu chaud. Et tu n'es pas toute seule parce que tu es avec la fantastique Alexia. Alexia, comment vas-tu ? Eh bien ça va très bien, et toi comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien, je suis content, peu dormi mais heureux de vous retrouver à nouveau pour un nouvel épisode. C'est un petit peu ma bulle à moi podcastique, cet enregistrement où c'est surtout vous qui travaillez et moi qui peux poser mes petites questions, où j'en apprends à chaque fois davantage. C'est une anecdote que je raconte très souvent, mais je fais partie de la génération qui a été élevée avec Il était une fois l'homme, entre autres, et c'était un truc que j'adorais regarder. Alors pour les auditeurs et auditrices les plus jeunes, Il était une fois l'homme, c'était un dessin animé qui durait tous les soirs 5 minutes. Donc on avait 5 minutes de l'histoire de l'homme. Alors aujourd'hui, ça a vieilli, c'est obsolète, mais ça m'a ouvert à la préhistoire. Et quand vous êtes arrivé avec ce fantastique projet, je me suis dit, mais évidemment. Et donc, là, aujourd'hui, on rentre au cœur du sujet, puisqu'on est sur un sujet un peu particulier. Alors, sauf erreur de ma part, tu me corriges si je me trompe. Mathilde, c'est plutôt ta partie à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'aujourd'hui, on parle de paléogénétique, comment tu en es arrivé là ? C'est quoi ton parcours ? Alors moi, initialement, je suis ingénieure en génie biologique et chimique. Et au cours de mon parcours, j'ai eu l'occasion de travailler sur de la génétique, justement, de la génétique de bactéries. Je suis plutôt spécialisée en microbiologie environnementale et j'étais partie en mission en Suisse pendant 6 mois pour étudier l'écologie d'un lac, et j'ai fait beaucoup aussi de séquençage des bactéries et des archées qui vivent au sein de ce lac. Donc naturellement, j'ai plus d'affinité avec la paléogénétique parce que j'ai déjà des bases assez solides en biologie et en chimie. D'accord, oui, en fait, c'était un parcours logique par rapport à ce que tu avais fait avant déjà. Oui, exactement, oui. Pourquoi est-ce qu'on part sur ce sujet aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a déjà, depuis quand, j'ai envie de dire, ça existe, la paléogénétique ? Alors la paléogénétique, déjà, donc paléo c'est ancien, c'est l'étude de l'ADN ancien. Il a fallu, pour que la paléogénétique voie le jour, qu'il y ait déjà la génétique qui existe et bien sûr l'évolution. Donc la génétique et l'évolution, ce sont 2 disciplines qui ont été fondées séparément au XIXe siècle. L'évolution par Charles Darwin, qu'on ne présente plus, et la génétique par Gregor Mendel. Il y a 3 personnes qui sont considérées aujourd'hui comme les fondateurs de la génétique des populations. Il y a Fisher, Wright et Haldane. La génétique des populations, en fait, c'est une discipline où la biologie de l'évolution et la génétique se retrouvent à former un tout cohérent, où elles travaillent ensemble à travers des modèles mathématiques pour du coup étudier ces populations anciennes. Oui, donc la paléogénétique, c'est une sous-discipline en fait de la génétique des populations. Son existence découle directement de ça. Et officiellement, elle fait ses débuts en 1984, puisque c'est la première fois qu'on a séquencé une portion d'ADN mitochondrial qui provenait d'une sous-espèce de zèbre qui avait disparu un siècle auparavant. D'accord. En fait, c'est marrant, tu me dis 1984, pour moi, c'est à la fois vieux et récent, dans le sens où la génétique, c'est pas qu'on maîtrise, mais c'est quelque chose qui existe dans notre monde depuis déjà en tout cas plus long moment. Pourquoi, je me fais cette parenthèse, mais pourquoi c'est arrivé si tard finalement Au final, les découvertes de la génétique sont assez tardives. En fait, Gregor Mendel, il a vécu au 19e siècle, mais ses travaux sont quand même restés inconnus. Par exemple, Charles Darwin n'en avait jamais entendu parler. Donc on a eu une réunion de l'évolution de la génétique qui était tardive. Et par exemple, c'est seulement en 1953 qu'on a découvert la structure en double hélice de l'ADN. Oui. Et sans savoir ça, c'est difficile après de séquencer. Et il y a aussi eu, je pense, des problèmes plutôt techniques, c'est-à-dire séquencer de l'ADN, techniquement, c'est un défi. Il faut les moyens qui soient mis en place. Et en 1984, c'était vraiment le tout début, mais il y a vraiment eu l'essor de la paléogénétique seulement en 2010.
Alors la question qui me vient comme ça tout de suite, c'est que on a d'abord la paléoanthropologie qui est un petit peu à l'époque en tout cas la synthèse de nos connaissances. Là tu me dis qu'en 84 donc débarque la paléogénétique. Est-ce que ces deux disciplines arrivent à s'entendre au départ ? En fait, ces deux disciplines n'étudient pas obligatoirement la même chose. En paléoanthropologie, on va étudier ce qu'on retrouve, donc ça peut être des espèces très diverses et variées, et ces espèces ne sont pas obligatoirement nos ancêtres génétiques. Alors que la paléogénétique, ce qu'on va étudier, c'est en partant de nos ancêtres génétiques, de notre génome, de qui on est, de toutes ces choses-là en fait. Ça répond pas obligatoirement aux mêmes questions. Donc oui, il y a des fois où la paléogénétique va venir éclairer des questions en paléoanthropologie. On va revenir dessus, mais par exemple en 2010, on a découvert une probable espèce dans notre génome qui s'appelle Denisova. Donc on ne lui a pas encore donné un nom d'espèce parce qu'on n'a pas retrouvé assez de restes en paléoanthropologie pour pouvoir dire voilà la diagnose de cette espèce, la description de cette espèce, elle est comme ça. Mais on sait qu'elle existe puisqu'on l'a retrouvée de manière génétique. Mais on n'a pas encore les restes physiques. Donc, je reformule si jamais tu vas, pour être sûr d'avoir bien compris et pour être certain que nos auditeurs auditrices ont bien compris. Là, tu me dis, en fait, on n'a pas de squelette. On ne sait pas à quoi il ressemblait physiquement. On n'a pas ces détails. Par contre, on sait qu'il existe ou qu'elle existe parce qu'on a cette trace génétique. Oui, en fait, les chercheurs avaient découvert dans une grotte en Sibérie une phalange de main. Ils étaient persuadés initialement que ça appartenait à Néandertal, puisqu'à cette époque, c'était la seule époque connue à cette date-là. Mmh. Et ils l'ont séquencé puisque c'était la période où on commençait à séquencer un petit peu plus. Le génome de Néandertal avait déjà été séquencé auparavant. Et là, surprise, en fait, c'était ni Sapiens ni Néandertal, en fait, le génome. On fait cette expérience pour confirmer quelque chose qu'on est certain de savoir et on se rend compte que ça n'a rien à voir. Oui, donc, c'est magique. Oui, cette découverte a quand même été assez incroyable. Et donc, actuellement, on a juste retrouvé une mandibule supplémentaire qui appartiendrait à cette espèce. Donc oui, pour l'instant, pas grand-chose sur celle-ci. Voilà, on ne sait pas à quoi il ressemble. Et si on reprend des questions dont on a parlé dans le podcast juste précédent, donc les origines de la lignée humaine, où on a parlé dedans de Toumaï, de Aurorine, de Ardipithecus. Où on sait, grâce à vous, maintenant que suivant le squelette, on sait s'ils sont plutôt bipèdes ou pas, ou semi-bipèdes, ou en tout cas qu'ils utilisaient la bipédie comme moyen de locomotion de temps en temps. Ça, j'ai trouvé ça génial. Voilà, donc on a étudié leur squelette. Aujourd'hui, on se dit, est-ce que Toumaï, par exemple, est un représentant de la lignée humaine, même si on arrivait à démontrer que ça soit Toumaï ou Aurorine ou le genre Ardipithecus, que effectivement c'est des représentants de la lignée humaine, ça ne veut pas dire que ce sont nos ancêtres génétiques pour autant. Donc ça ne répond pas obligatoirement aux mêmes questions parce qu'on a aussi des problèmes de conservation. Alors on l'avait dit dans nos podcasts précédents, il y a des problèmes de conservation au niveau des ossements, mais la génétique c'est encore plus compliqué. L'ADN c'est quelque chose qui est extrêmement fragile et qui se conserve plutôt dans les climats froids et de manière plus récente. On ne va pas retrouver, en tout cas pour l'instant, on n'a pas réussi à retrouver de l'ADN de 3 millions d'années, alors qu'on peut retrouver des ossements qui ont 3 millions d'années. D'accord, donc ça soulève deux choses. Donc quand tu parles de la fragilité de l'ADN, tu veux dire quoi, qu'elle s'altère au bout d'un moment ? Oui, l'ADN se dégrade très rapidement après la mort d'un individu, parce qu'il y a une prolifération bactérienne, l'ADN n'est plus réparé aussi, notre ADN est constamment réparé au sein de nos cellules, et donc très rapidement il va se fragmenter dans des fragments de plus en plus petits, et il va finir par disparaître. Donc ça c'est à court terme, il y a aussi des mécanismes de dégradation plutôt à long terme, qui fait que retrouver de l'ADN ancien, c'est vraiment un challenge déjà au niveau de la quantité, mais il y a aussi les problèmes de qualité, puisqu'il y a des problèmes de contamination avec de l'ADN environnemental, de l'ADN d'autres espèces. Notre ADN à nous, le chercheur, le fouilleur qui trouve va laisser aussi son ADN. Donc, quand on veut séquencer un ADN ancien d'Homo sapiens qui se mélange à de l'ADN d'Homo sapiens moderne, ça rajoute aussi des difficultés dans le traitement. Oui, forcément. Et alors, pour revenir sur ce qu'Alexia disait juste avant, là, tu disais que y a des fois, on va trouver des ossements et finalement, génétiquement, ce ne sont pas nos ancêtres, mais ce sont potentiellement quand même des êtres humains. Ça, c'est fantastique. Ça veut dire que il y avait plusieurs lignées et que ça, seule la paléogénétique peut le déterminer, parce que sinon, effectivement, avec des ossements, on pourrait tout simplement se dire, tiens, il s'agit potentiellement d'un de nos ancêtres qui se situe peut-être entre telle espèce et telle espèce. Ouais, après, je pense que paléogénétique et paléanthropologie, ce sont vraiment deux disciplines qui sont complémentaires.
C'est ce que je commence à comprendre. Elles peuvent s'aider l'une et l'autre dans leur questionnement. Après, par contre, la paléogénétique, je pense, ne permettra jamais de résoudre les questions vraiment de l'origine de la lignée humaine, parce que, en tout cas, pour l'instant, les moyens techniques ne sont pas suffisants pour séquencer de l'ADN aussi ancien, qui, même si on en retrouvait, je ne pense pas qu'on serait capable d'en avoir en qualité suffisante pour en tirer quelque chose. Donc, Quand tu parles de qualité, c'est la qualité en elle-même ou en quantité aussi En qualité. Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a des histoires de quantité et de qualité. Si l'ADN qu'on retrouve est beaucoup trop fragmenté, on a une couverture du génome qui est très mauvaise et du coup en fait ça fait beaucoup d'incertitudes quand on reconstitue les séquences de nucléotides, et au niveau statistique c'est vraiment pas fiable. Donc à la fois il faut de la quantité et à la fois il faut de la qualité. Donc c'est deux aspects qui compliquent encore les analyses paléogénétiques. La paléogénétique sans la paléanthropologie, elle peut pas non plus faire grand chose. Enfin, elle ne permettra pas de répondre à toutes les questions qu'on se pose. Donc voilà, c'est vraiment deux disciplines finalement qui travaillent de pair. Mais est-ce que la paléogénétique peut éclairer l'histoire de notre espèce ? Alors oui, la paléogénétique a apporté des lumières intéressantes sur notre espèce, notamment que notre espèce Homo sapiens est originaire d'Afrique, étant donné que les populations africaines ont une plus grande diversité aujourd'hui au niveau de leur génome. On sait que ces populations sont plus anciennes. Au-delà de ça, ça nous a aussi permis de savoir que notre espèce, Homo sapiens, avait fait plusieurs sorties d'Afrique. Et que la sortie d'Afrique qui a donné les descendants que nous sommes aujourd'hui est autour de 70 000 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres sorties d'Afrique. On sait qu'il y a eu d'autres sorties d'Afrique, mais les populations qui sont sorties avant n'ont pas donné les descendants génétiques. C'est ce qu'on appelle des populations fantômes, tout simplement. Ah oui, alors, c'est... Là, je prends conscience de tout ça. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu es en train de dire, parce que je me documente tout doucement un petit peu plus sur le sujet depuis que je vous connais. Et c'est vrai que des fois, on entend dire, finalement, peut-être on ne viendrait pas d'Afrique, mais d'Eurasie, peut-être que, etc. Et on voit des trucs. Et en fait, on se rend compte que grâce à la paléogénétique, entre autres, on est capable d'avoir une vision beaucoup plus claire de ça. Donc il y a aujourd'hui, dans ce que vous êtes en train de me dire, il n'y a pas d'erreur possible, on vient d'Afrique. Oui, en fait ça, ce que tu as dit juste avant, d'où vient Homo sapiens, c'est un débat qui courait dans les années 1980 et c'est vraiment la paléogénétique qui a mis fin. Et là, pour le coup, pour cette question, il n'y a vraiment aucun doute et c'est assez rare quand même parce que la paléogénétique a quand même aussi des incertitudes sur les datations, tout ça. Mais pour le coup, on est certain, c'est une des rares questions pour laquelle c'est le cas, que notre espèce est originaire d'Afrique. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on sait de l'histoire génétique entre Néandertal et Homo sapiens, Alain ? Alors, c'est une histoire compliquée entre les deux espèces. Donc, comme on l'a dit, notre espèce sort d'Afrique vers 70 000, 60 000 ans. Et très peu de temps après sa sortie d'Afrique, il y a métissage avec Néandertal. Probablement au Proche-Orient, probablement entre 60 000 et 50 000 ans. Et après, les populations d'Homo sapiens vont migrer dans les différentes parties du monde. Et c'est pour ça qu'en fait, toutes les populations hors d'Afrique ont un pourcentage de génome néandertalien. En moyenne, il est de 2%. Il est un petit peu plus élevé chez les populations d'Asie, Asie de l'Est notamment. Et par contre, il y a eu également d'autres phénomènes de métissage avec Néandertal en Europe et en Asie. Ça, c'est une découverte qui a été plutôt récente. On pensait pendant longtemps qu'il n'y avait eu qu'un métissage avec Néandertal, un seul phénomène d'hybridation, parce qu'au final, 2% de génome néandertalien, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, mais pareil, ma connaissance en génétique est très limitée, mais il a fallu quand même que ça arrive de nombreuses fois pour qu'on arrive à 2%, je suppose. Oui, alors, c'est la question... C'est marrant parce qu'on a discuté il n'y a pas longtemps avec Alexia, on n'arrive pas à estimer à combien de fois ce métissage se serait répété. On sait qu'il y a eu un gros phénomène de métissage au moment où Sapiens est sorti d'Afrique. Après, le nombre d'individus qui étaient touchés, c'est difficile en fait d'estimer parce qu'une fois que les populations d'Homo sapiens sont migrées, elles se sont remétissées entre elles, ce qui a fait également des recombinaisons avec des populations qui étaient également porteuses d'héritage néandertalien, mais des populations qui n'avaient pas non plus d'héritage néandertalien, ce qui a peut-être dilué une part de ce génome. Mais il faut aussi savoir que le génome néandertalien a été très rapidement éliminé de notre génome. L'introgression de gènes archaïques au sein du génome de Sapiens, c'est pas quelque chose qui est à notre avantage. Très rapidement, il y a eu purification de notre génome, c'est le terme scientifique, et ça a été éliminé très vite. Et en fait, on ne sait pas exactement à quelle vitesse, donc c'est difficile en fait de savoir exactement le nombre de fois on s'est métissé, le nombre d'individus qui a été touché pour qu'aujourd'hui on ait 2%. Enfin,
Pour l'instant, on n'est pas capable de le dire. Ouais, on n'est même pas capable de faire une estimation, en fait. C'est totalement flou. Oui, c'est flou parce que Néandertal aussi a eu des variations de population. En fait, on sait que génétiquement, il y a eu des remplacements de populations néandertaliennes en Europe et en Asie. Et donc, elles ont aussi apporté un génome qui était un petit peu différent. Il y a aussi l'homme de Denisova avec lequel on s'est métissé, qui aussi complique la chose puisqu'ils ont un génome qui est proche de Néandertal. Et d'ailleurs, on pense que le génome néandertalien, en fait, la part de ce génome dans notre ADN serait plus faible, en fait, notamment pour les populations d'Asie de l'Est. En fait, ce serait un peu amplifié par la part de génome de Denisova, parce qu'il faut savoir que Denisova, il est présent dans le génome entre environ 6% pour les populations d'Asie de l'Est et du Sud. Nous, en Europe, on n'en a pas. Et les populations asiatiques, elles ont aussi en plus presque 3% de génome néandertalien. Donc, oui, ce qui change beaucoup. Alors, mais question totalement de néophyte, mais est-ce que les attributs physiques peuvent décliner d'un pourcentage qui serait lié néandertal ou pas? Est-ce que le fait qu'on ait les yeux plus ou moins bridés, le nez plus ou moins appâté, est-ce que ça joue ou pas? Ou c'est une question complètement débile? Non, c'est pas une question bête, mais en fait, je sais pas si on a vraiment de réponse à ça. En fait, nos traits physiques, notre apparence, c'est ce qu'on appelle le phénotype, c'est pas le génotype. C'est ce que tu expliquais dans la première ou deuxième émission, je ne sais plus. Oui, je pense qu'on en a déjà parlé. En fait, le phénotype, il dépend à la fois du génotype et de l'environnement. Et donc, on ne sait pas encore exactement lier parfaitement génotype et phénotype. Donc, les caractères comme par exemple les yeux bridés ou la forme du nez, par exemple, en fait, on ne sait pas si c'est hérité de Néandertal ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est que le génome de Néandertal n'est pas présent dans les fonctions régulatrices du génome. D'accord. Ça, il s'est fait éliminer très vite, probablement parce que c'était délétère pour nous. Alors, on ne sait pas pourquoi exactement c'était délétère. Et après, non, c'est difficile de mesurer l'impact. On sait que le génome néandertalien a un impact sur nous, notamment au niveau des maladies. Il y a quand même eu des adaptations, quand même, une sélection positive de certains caractères qui nous ont servi à nous. Mais non, cette question, je ne pense pas qu'il y ait de réponse pour l'instant. D'accord. Donc le fait éventuellement qu'on soit capable de boire du lait ou pas, qu'on soit résistant à l'alcool ou pas, en fait, tout ça, on ne sait pas du tout. Alors, boire du lait, ça, je peux répondre parce que c'est une mutation qui est récente, en fait, à l'échelle de l'évolution. La capacité à toujours digérer le lactose sera apparue vers 9000 ans. Si j'ai bien compris, en fait, avec l'âge. Normalement, on est censé le perdre en tant que mammifère. On est la seule espèce qui boit encore du lait à l'âge adulte. Et normalement, on est censé perdre cette capacité. Et le maintien de cette capacité, elle commence à apparaître du point de vue génétique vers 10 000, 9000 ans. Donc, au même moment, en fait, on a le début de l'agriculture et de l'élevage. Et on pense que ça, vraiment, c'est une sélection. Une adaptation. Voilà, c'est une sélection. C'était un avantage de pouvoir consommer des produits laitiers en tant qu'adulte, parce que c'était des produits, déjà du point de vue des nutriments et tout, c'était quand même un avantage. Et ça a perduré. C'est abyssal, en fait, quand on commence à creuser le truc, ça me bluffe. Alors pour revenir dans notre présent, la paléogénétique, est-ce qu'elle permet d'aborder des questions d'actualité ou pas? Oui, c'est une très bonne question parce que je vais vous parler de quelque chose dont vous n'avez peut-être pas envie de vous souvenir, mais le Covid, qui n'est pas encore si lointain. Ça me rappelle vaguement un truc. Ça nous dit quelque chose quand on entend ça. Un vague traumatisme. Enfin, le ou la Covid, du coup. La part du génome que l'on a néandertalien aurait joué en notre défaveur par rapport au Covid. Ah oui. Oui, tout à fait. Donc, parfois, on hérite de certaines portions de génome, mais ça ne veut pas dire que c'est à notre avantage, ou en tout cas pas à notre avantage dans tous les cas de figure. Et il y a une étude, effectivement, qui est parue, qui indiquait que cette part de génome néandertalien aurait eu un impact malheureusement négatif sur le Covid. C'est absolument fou ce que tu es en train de me dire. Mais il est énorme en plus parce que en fait, le risque de faire une infection pulmonaire aiguë en cas de Covid, il est multiplié par 1,6. Ah oui, donc c'est pas anodin du tout. Ah non, c'est pas du tout anodin. En fait, il y a un petit cluster là sur le chromosome 3 qui nous vient de Néandertal et qui nous pose problème. Et d'ailleurs, corrélation ou pas, je ne sais pas, mais il est présent à 50% dans les populations d'Asie et 16% en Europe.
En fait, alors, quand tu me parles comme ça, alors moi qui ai un bagage informatique plus solide qu'un bagage génétique, j'ai l'impression que tu es en train de me dire ah ouais non mais si tu as marié ce processeur avec cette carte vidéo, c'est normal que ça fonctionne pas parce que du coup Oui. au niveau des drivers ça passe pas bien. Alors ok, très bien, vous êtes en train de m'expliquer que parce que on a ce bagage génétique lié à Néandertal, on serait plus à même de mal réagir. C'est quoi, la génétique du virus ou Je pense que là, ça joue plutôt au niveau de la réponse du système immunitaire. On sait que dans le cadre du Covid, soit notre système immunitaire se laissait complètement avoir par le Covid, soit au contraire, il réagissait beaucoup trop. C'est ce qu'on appelait la tempête cytotoxique en Donc biologie. c'est une surréaction. C'est une surréaction. En fait, il se met à s'attaquer lui-même, ce qui forcément pose problème. Et, C'est un petit peu le problème qu'on a avec le cancer, de toute façon, oui, quelque part. c'est une réponse, oui. Notre corps s'attaque à lui-même. Et par contre, Néandertal, je pense, oui, c'est plutôt une réponse, en fait. C'est pas tant qu'on est plus susceptible à la génétique du virus en soi, mais plus que notre système immunitaire répond différemment à ce type de virus. Et c'est une réaction que... Mais il n'y a pas que ça. L'ADN néandertalien nous pose quelques soucis aussi. On sait que le génome néandertalien est associé à du cholestérol, du diabète 2, des maladies inflammatoires comme l'arthrite, et aussi des maladies psychiques. Oui, Comme par exemple dépression, oui, voilà, où apparemment il y aura un risque plus élevé Enfin, un risque plus élevé. Du moins, les deux seraient corrélés. D'accord. Donc, moi, là, si je suis dépressif à cause de mon diabète, je peux accuser Néandertal plutôt que de dire que je me nourris mal ou parce qu'en ce moment, c'est pas ouf ma manière de me nourrir. Alors, c'est plus compliqué que ça. On sait que l'ADN néandertalien, il est associé avec ces maladies parce qu'on a retrouvé des corrélations dans le génome entre les personnes malades et leur ADN. Après, exactement à quel point est-ce que ça contribue ? C'est toujours en fait difficile, c'est quand on identifie un gène. Après, il faut aussi faire des tests sur la façon dont il régule les protéines au sein de notre organisme et quels sont les facteurs qui l'influencent. Et généralement, il n'y a pas qu'un gène qui gère quelque chose. C'est une multiplicité. Voilà, le diabète, il y a plusieurs gènes qui jouent. Donc en fait, on sait que c'est associé, mais la part exactement, là pour le coup, on ne peut pas encore lui jeter la pierre. Désolé, c'est pas encore une excuse valable. Pour l'instant, c'est toujours de ma faute. D'accord, bon, je vais commencer par changer ma façon de me nourrir, ça me semble plus logique. Mais alors... Ok, très bien. Là, vous m'avez brossé un tableau assez large et ça paraît extraordinaire, même si en fait, en gros, tu m'expliques que ça demande du temps parce qu'au-delà de la qualité de ce que vous allez récupérer, faut le temps d'analyser tout ça. Mais alors, quelles sont les limites de la paléogénétique ? Alors, il y a plusieurs limites. On en parlait un petit peu en introduction, notamment le fait que l'ADN peut être endommagé. Effectivement, au moment du phénomène de putréfaction, l'ADN ne se répare plus parce que on est plus vivant tout simplement et ça entraîne une dégradation très rapide de l'ADN. Alors il peut y avoir des effets protecteurs comme le froid. C'est pour ça notamment que quand on a séquencé la phalange qui a été retrouvée dans l'Altaï, l'ADN était, on va dire, relativement bien conservé parce qu'il y avait ce facteur froid. Et c'est ce qui nous pose d'ailleurs problème aujourd'hui quand on voudrait séquencer de l'ADN en Afrique. Il ne fait pas trop froid en Afrique. Donc ça pose certains problèmes. Il est donc ce qu'on appelle thermosensible. Il y a des dégradations, bien sûr, à plus long terme, comme au niveau des liaisons sucre, donc l'hydrolyse, qu'on appelle l'hydrolyse, les liaisons entre le sucre et les bases azotées. Ça aussi, ça se dégrade sur un plus long terme. Et il y a également les désaminations des cytosines. Donc voilà, il y a plein de mécanismes au niveau de la dégradation de l'ADN qui sont très importants. Et on en parlait également, les problèmes de contamination. Donc pour ça, quand on fouille en archéologie, on est censé fouiller avec des gants pour éviter de contaminer avec notre ADN. Et on va également essayer de choisir des os qui sont moins touchés par les contaminations. Je pense notamment à l'os pétreux ou aux racines des dents qui préservent l'ADN des contaminations extérieures. En tout cas, qui les préservent mieux que les autres parties des ossements. Donc on va plutôt essayer de séquencer quand on peut sur ces parties-là. Mais encore une fois, en paléoanthropologie, on ne choisit pas toujours ce qu'on retrouve. Non, pour dire jamais même. Non, les os pétreux, c'est plus pour de l'ADN ancien, mais pas si ancien que ça.
époque mérovingienne, Moyen-Âge, tout ça. Mais les archéologues sont d'ailleurs pas très contents parce qu'il y a une période. En fait, quand un article a été publié qui a dit dans l'os pétreux c'est mieux conservé, les archéologues se sont vus piquer tout leur os pétreux pour être séquencés, ce qu'ils n'aiment pas beaucoup parce que c'est toujours un risque en fait. Faire le prélèvement nécessaire, ça endommage l'os et il n'y a pas de garantie. Donc, Enfin, je veux dire, il n'y a pas de garantie de résultat et en plus, on ne sait pas dans quel état on va laisser l'os. On est obligé de prélever de l'os, donc il y a forcément une dégradation qui est faite. Donc c'est vrai que pendant un temps, en tout cas, quand j'étais en cours de paléogénétique, ma prof nous a expliqué que parfois ça posait un peu problème, qu'ils en avaient marre qu'on leur pique leur os pétreux. Ce que je peux comprendre. Je peux comprendre aussi. Oui, donc là, c'est là où les deux disciplines ont plus de mal à s'entendre parce que finalement, le matériel de base n'est pas infini et que chacun souhaiterait que sa conservation soit optimale. Chaque discipline a ses objectifs et comme à chaque fois, il n'y a pas de garantie, effectivement, c'est difficile. Surtout que techniquement, les gants dont a parlé Alexia, oui, mais en fait, idéalement, en génétique, on voudrait que ce soit des gants de laboratoire, pas les gants de fouille. Et idéalement, on voudrait aussi que les fouilleurs portent une tenue blanche et une charlotte et au niveau des cheveux et des protections au niveau des pieds et un masque et des lunettes. Enfin, en fait, idéalement, pour optimiser au maximum le séquençage d'ADN ancien, il y a des protocoles à mettre en place qui sont énormes et qui sont loin de la réalité de la fouille. Quand même, il faut le rappeler que les fouilles, notamment les fouilles préventives, on est obligé de fouiller vite. Parce que y a très peu de temps il n'y a pas forcément de budget non plus, donc il n'y a pas le temps à chaque fois qu'on trouve un os de tout mettre, et parce qu'après il faut aussi les installations. On l'a dit, l'ADN est thermosensible. Généralement, le laboratoire, on le conserve à moins 20, voire moins 80 degrés quand on sait qu'on ne va pas y toucher avant un certain temps. Donc ça voudrait dire une tente, par exemple, au-dessus du lieu, avec des frigos qui sont déjà prêts. Ou l'envoyer directement dans un autre laboratoire pour qu'il soit stocké. Donc, c'est compliqué. Ce sont des protocoles à mettre en place qui sont énormes, mais en fouille, c'est compliqué, franchement. Alors, me vient à l'esprit, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, et pour raccorder à nos émissions précédentes, est-ce que le réchauffement climatique ne va pas être un problème pour la conservation, du coup, d'éventuels ossements ? Si. Si. Ça va être un problème. L'ADN n'aime pas le chaud. L'ADN est un petit peu un enfant capricieux. Ça n'aime pas le chaud, ça n'aime pas trop l'acidité, ça n'aime pas trop l'humidité non plus. Ça aime que le froid. Et si, ça va forcément poser problème. Par exemple, en Afrique, on en parlait tout à l'heure, l'ADN le plus ancien séquencé, c'est 15 000 ans. C'est vraiment pas beaucoup. C'est très récent par rapport aux ossements dont on a eu l'occasion de parler plusieurs fois pendant cette émission. Par exemple, en Europe, le plus ancien, c'est à la Cima de Los Huesos, c'est à 430 000 ans. On a quand même un petit gap, donc oui, ça va poser problème, les haussements de température. Certaines régions, il va y avoir une hausse de l'humidité aussi à cause d'événements climatiques de plus en plus violents, ça va poser problème, oui. Alors la question qui me vient là maintenant, là on a parlé de termes parfois un peu compliqués génétiquement parlant. Est-ce que vous prévoyez sur prehistorytravel.com en fait de faire des dessins pour expliquer justement tous ces termes ? Oui, on va faire ça, on en a discuté il n'y a pas longtemps, il va y avoir une série d'articles sur la génétique et probablement une série de vidéos un petit peu à part. Il y aura à mon avis comme une sous-chaîne ou une playlist particulière de Prehistory Travel pour expliquer les mécanismes qu'il y a derrière la génétique. D'accord. Oui, puis tout reprendre, parce qu'avant d'arriver à parler paléogénétique, il faut déjà comprendre comment fonctionnent les bases, notre ADN, notre génome, et toutes ces petites choses qu'on voit de manière souvent survolée à l'école. Là, ce sont des bases qui sont nécessaires. Ouais. Voilà. Sinon, ça devient plus difficile de comprendre. On arrive tout doucement à la fin de notre émission aujourd'hui. Alors, je profite de ce que vous venez de nous annoncer, donc auditeurs, auditrices. Sachez que ce podcast vit évidemment de sa belle vie, mais que si jamais vous voulez parfaire vos connaissances, le site prehistorytravel.com justement essaye d'apporter toutes ces lumières. Il y a donc, on vient de le dire, des articles, il y a des vidéos, et puis évidemment, ce fameux podcast que vous êtes en train d'écouter. Donc, n'hésitez pas à venir nous rendre visite, à y faire un petit tour. Si jamais vous êtes généreux et généreuse, n'hésitez pas non plus à nous mettre des étoiles sur ce podcast parce que c'est ce qui nous permet de nous référencer et de nous faire découvrir. Là, on est en train de regarder tout doucement les chiffres. On est très très content de vos retours. Vraiment, ça
nous touche. N'hésitez pas d'ailleurs à y laisser des commentaires parce qu'on lit tout ce qu'on reçoit. Donc vraiment, et on essaie d'y répondre au mieux à chaque fois. Mathilde, un énorme merci pour tes lumières parce que là vraiment j'ai appris une fois de plus beaucoup de choses. Je vous en prie, c'était un plaisir pour moi. Alexia, comme d'habitude, génial. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très très heureux de partager cette aventure avec vous. Avec grand plaisir. Et puis merci effectivement Mathilde, parce que pour la préparation de ce podcast, moi il y avait des choses. Alors j'ai pas suivi les cours de paléogénétique aussi poussé qu'elle, et donc j'ai appris aussi plein de choses en préparant ce podcast, donc je tenais aussi à dire merci à Mathilde qui a pris le temps de me réexpliquer toutes les bases dont on parlait, et ça m'a permis de renouer avec la biologie, qui était plutôt une discipline qui me faisait peur à l'école, donc un grand merci à toi. Moi je tiens à vous remercier toutes les deux parce que vous avez réussi à me réconcilier avec TikTok, parce que moi je suis pas super fan en soi du réseau social tel qu'il est foutu avec que des vidéos, mais alors, vos vidéos sur TikTok déjà je les trouve super, mais en plus vous vous êtes permis des traits d'humour sur certaines vidéos qui en plus m'ont fait rire, donc rien que pour ça merci. Donc j'invite les gens, si jamais vous êtes sur ce réseau, à vous abonner là aussi à Prehistory Travel, parce qu'on apprend plein de trucs et que c'est des vidéos courtes, donc en plus c'est vraiment du consommable facilement, et qu'il y a un petit peu d'humour là-dedans, donc voilà. Chers amis auditeurs, auditrices, merci d'être restés avec nous pendant tout ce temps. On vous dit à très très bientôt pour un nouveau sujet, et puis vogue vers de nouvelles aventures. Des bisous tout le monde. Creations. Prehistorytravel.com